Une semaine s'achève, une autre commence, mais ici tout continue. Bienvenue dans Écho du Palais Toumaï, votre magazine grand format de l'actualité présidentielle. Ici, comme vous le savez, on ne parle pas seulement de l'actualité, on la décrypte. On ne se contente pas de suivre les grandes décisions, on les comprend et on mesure leur portée. On ne fait pas que relayer le discours officiel, on amplifie la voix du citoyen. Écho du Palais Toumaï, merci de nous rejoindre, le voyage commence. On ouvre ce numéro par l'essentiel, les temps forts de l'agenda présidentiel, rencontres, décisions, actions de terrain. Tout ce qui a marqué la semaine au sommet de l'État vous est résumé sans détour par Angal Toklok et c'est dans la rubrique Actu en bref. Le Tchad s'installe dans une nouvelle ère de gouvernance avec la ferme volonté du président de la République chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Pour preuve, la décentralisation se concrétise, l'administration se réinvente et les secteurs vitaux comme l'élevage et l'agriculture se transforment en leviers puissants de développement et de souveraineté. Cette semaine, le palais Toumaï a vibré au rythme de ses engagements. D'abord le mardi 29 juillet 2025, après avoir clôturé le séminaire national sur la décentralisation au Tchad, le chef de l'État a réuni successivement au palais Toumaï les 23 délégués généraux du gouvernement auprès des provinces, les 23 présidents des conseils provinciaux, puis les 23 maires des chefs-lieux des provinces pour leur décliner une lettre de mission claire et exigeante. Le message est sans équivoque. Agir avec responsabilité, loyauté et autonomie, sans attendre l'ordre de N'Djamena pour rétablir paix et sécurité sur l'ensemble du territoire et rapprocher efficacement l'administration de l'administré. Insistant sur la nécessité d'une gouvernance locale intègre, transparente et redevable, le président de la République a exhorté les élus et responsables administratifs à incarner l'état de proximité en rendant compte à leur population et intégrant les recommandations du séminaire dans les budgets communaux de 2026. Mercredi 30 juillet 2025, la sortie solennelle de la 19e promotion de l'École nationale d'administration ENA, baptisée Bintou Maloum en hommage à une pionnière, a été l'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer son ambition d'une administration compétente et engagée. Face aux 196 nouveaux cadres formés, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a montré la voie. Une administration proactive, connectée, disponible 24 heures sur 24 au service du citoyen. L'équité de genre, l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'expansion des formations dans les provinces sont autant de priorités pour une modernisation durable. Le même jour, le président de la République a présidé 2 réunions de suivi et évaluation du chantier numéro 9 de son programme politique dédié à l'industrialisation des secteurs de l'élevage et de l'agriculture. Lors de ces 2 rencontres, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de bâtir une économie agro-pastorale forte et capable d'assurer autosuffisance alimentaire et emploi durable. Sur le plan diplomatique, la visite éclair en N'Djamena du général de corps d'armée Saddam Haftar, chef d'état-major des forces terrestres de l'armée libyenne, le vendredi 1er août 2025, a permis de renforcer les liens bilatéraux. Accueilli par le ministre des Armées, général Issa Kamalou Adjamous, puis reçu au palais Toumaï, le chef militaire libyen a échangé avec le président de la République sur la réouverture des frontières communes, la situation des Tchadiens détenus en Libye et la sécurité transfrontalière. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a réitéré à son hôte l'engagement du Tchad à œuvrer pour un retour durable de la paix en Libye. Dans le même domaine de l'aviation civile, N'Djamena est devenue en l'espace de 48 heures la capitale continentale du ciel africain en accueillant les ministres des Transports des 19 États membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. En marge de ces assises, le chef de l'État a reçu la délégation au palais Toumaï. Le Tchad, qui assure désormais la présidence du comité des ministres à travers
Madame Fatima Goukouni Wedei, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, entend faire de ce mandat un levier d'action sur les 16 millions de kilomètres carrés que couvre la SEGNA. Le Tchad, sous la conduite éclairée de son président de la République, avance sur tous les fronts. Une marche sûre et certaine vers la souveraineté et le développement qui demande courage, responsabilité et abnégation à tous les acteurs, à commencer par les décideurs eux-mêmes. Un Tchad de proximité, c'est ce que veut le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, au point de faire de la décentralisation une priorité de l'État, au même titre que la sécurité et l'unité nationale. Cette vision se concrétise surtout depuis la récente tenue ici en N'Djamena du séminaire national sur la décentralisation au Tchad. Qu'est-ce que ce séminaire a produit? Comment les choses se mettent-ils en place? Que reste-t-il à faire? Réponse d'un regard d'expert avec le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mohamed. Il a fallu ce séminaire national pour que les uns et les autres arrivent à se défaire des attitudes réparbatives avec, bien entendu, la présentation des experts aussi bien nationaux qu'internationaux. Il a été démontré sur la base de la législation en vigueur que les élus locaux ont l'organisation de la libération des énergies locales autour des objectifs de développement pour permettre à ce qu'il y ait donc un relèvement du niveau de vie et surtout assurer les services sociaux essentiels aux populations. Aux délégués généraux du gouvernement, ils sont là pour pouvoir veiller à l'exercice des attributions régaliennes de l'État et notamment assurer la sécurisation des frontières, assurer la sécurité des personnes et des biens, veiller à ce que la cohésion sociale ne puisse pas être rompue, essayer d'appuyer et surtout d'accompagner les actions des collectivités autonomes pour leur permettre d'exercer efficacement les missions qui leur sont assignées de par la loi. Et surtout, essayer, sur la base de la légalité, de veiller à ce que les actions posées par les collectivités autonomes soient en phase avec la législation nationale. Le principe est qu'à chaque fois qu'il y a un acte posé par les élus locaux qui aura été entaché d'illégalité, les élus locaux, lorsqu'ils contestent la décision d'illégalité alléguée, peuvent saisir les juridictions administratives à l'effet de pouvoir dire le droit. Et naturellement, lorsque également les élus locaux auront quand même estimé que abusivement l'autorité en charge de la tutelle, le représentant de l'État, aura empiété dans des domaines qui ne sont pas son domaine de compétence, à défaut de résorber les différends par le dialogue, naturellement les juridictions sont là pour pouvoir quand même départager par rapport un peu à l'option que la loi a prévue et qui ne peut être quand même que dite par les juridictions nationales. Le processus tel qu'il a été engagé et tel qu'il a été déroulé jusqu'à présent ne permet pas d'être pessimiste. Nous ne pouvons que nous réjouir de la tenue de ce séminaire qui a permis des convergences sur les options stratégiques autour de 3 axes. Il a été décliné les grandes lignes d'une feuille de route. Ces grandes lignes de la feuille de route seront examinées à la lumière des 3 axes prioritaires qui sont dégagés. L'harmonisation du dispositif législatif et institutionnel. L'axe second, c'est le renforcement de la gestion locale.
Et le troisième axe, c'est la mobilisation et le financement des collectivités donc, autonomes. Il y a donc des grandes lignes qui sont donc déclinées à travers la feuille de route, mais nous avons pris donc le soin de pouvoir préparer une opération donc, de déclinaison de ces actes, de ces grandes lignes à travers un atelier regroupant donc, les principaux acteurs et surtout les experts qui sont encore donc là, qui pourraient donc nous aider à pouvoir mieux donc affiner donc la feuille de route pour permettre de pouvoir faire en sorte que l'on soit en mesure de déterminer avec exactitude le responsable donc de l'action qui doit être quand même réalisée, de permettre donc de savoir également quels sont donc les livrables qui sont donc attendus et de permettre aussi donc de mobiliser donc les ressources donc nécessaires dans le cadre donc de la loi de finances pour que nous puissions, surtout dans le cadre donc du comité de suivi qui sera donc mis en place, réaliser que les objectifs donc, qui sont impartis sont effectivement donc, atteints à travers donc, une réalisation concrète, pleine et entière. Nous venons donc de recevoir les pertinentes orientations du chef de l'État pour la mise en œuvre harmonieuse, sans quand même donc des résistances donc à opposer, sans également donc des prétentions démesurées à faire valoir. À partir donc de ce moment, je suis convaincu, avec les nouvelles prédispositions, que nous allons donc avancer. Nous sommes à la veille donc de l'examen du projet de loi de finances donc de l'année. Tout doit être quand même donc conçu pour aller dans le sens des actes donc à poser pour faire comprendre donc à l'opinion que cette option est irréversible et qu'elle est en train donc d'être déroulée suivant comme les prescriptions donc du chef de l'État. Et nous y travaillons et nous pensons que les jours à venir permettront donc aux uns et aux autres, dans un cadre collaboratif, avec l'implication donc de tous les acteurs, élus locaux comme représentants donc du gouvernement, nous allons quand même faire de telle sorte que les préoccupations puissent être prises en compte et que, suivant donc l'optique donc de la progressivité, nous allons donc avancer pour que le processus démocratique, au fil des ans, se consolide et s'enracine davantage donc dans notre pays. Et si la culture devenait un levier de croissance, si le tourisme devenait une force pour l'économie nationale, c'est tout le pari du chantier 12 du programme politique du chef de l'État. Dans Quid de 12 chantiers, plongeons au cœur du non moins important chantier consacré à la valorisation du patrimoine culturel et touristique. Promouvoir les merveilles culturelles et touristiques du Tchad, tel est l'intitulé du chantier 12 du programme politique du chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. C'est un engagement fort qui vise à faire non seulement de la culture et du tourisme tchadien des symboles d'identité nationale, mais aussi des moteurs du rayonnement économique et diplomatique. Le président de la République réaffirme à travers ce chantier sa volonté de hisser le patrimoine matériel et immatériel tchadien à la place qui lui revient. Notre culture et notre fierté, nos sites touristiques sont uniques au monde. Nous devons les protéger, les faire rayonner et les mettre au service du développement, a-t-il souligné. Le Tchad, qui est un scandale géologique, l'est aussi sur les plans culturels et touristiques. Il regorge de richesses culturelles rares, des traditions millénaires, des langues variées, des arts ancestraux et des savoir-faire vivants qu'il est judicieux de préserver et de promouvoir. Le festival d'Ari, qui vivifie chaque année ces rares trésors, est le témoin que le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité, est une mosaïque de peuples et de pratiques culturelles. C'est pourquoi, au nombre des actions de ce chantier, le chef de l'État préconise la formation artistique, la production audiovisuelle, l'organisation d'événements culturels d'envergure nationale et internationale et le soutien des initiatives artistiques. Sur le plan touristique, le Tchad est une terre de merveilles qui appelle aux randonnées les massifs montagneux, les lacs, les parcs, les réserves de faune,
Les peintures rupestres préhistoriques sont autant des trésors naturels et historiques qui attirent de plus en plus l'intérêt des spécialistes du tourisme. En conséquence, le président de la République ambitionne durant ce quinquennat de développer des infrastructures d'accueil, de former des guides locaux, d'améliorer les conditions d'accès aux différents sites et de faire leur promotion à l'international pour positionner le Tchad comme l'une des destinations touristiques émergentes au cœur de l'Afrique. Déjà, plusieurs actions concrètes sont en cours dans le cadre de ces chantiers, notamment l'intensification de la diplomatie culturelle à travers la participation du Tchad à de grands rendez-vous internationaux, à l'exemple du FESPACO. Le chantier 12 du président de la République, chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, se veut profondément structurant. Il répond au double impératif de préservation de l'identité nationale et de diversification de l'économie nationale. En mettant la culture et le tourisme au cœur du changement, le chef de l'État trace une nouvelle voie, celle d'un Tchad fier de son passé, confiant dans son présent et ambitieux pour son avenir qui s'annonce rayonnant. On a parlé vision, on a parlé culture, place à une autre réalité, celle qui se déroule chaque jour sous nos yeux en N'Djamena, entre embouteillages, accidents à répétition, incompréhension autour du sens giratoire. La route est devenue un terrain à haut risque. Le bitume ne pardonne pas, surtout en saison pluvieuse. C'est vrai, le code de la route a changé, mais les habitudes résistent et parfois le prix à payer est énorme. À qui la faute? L'incivisme, le code, l'impréparation. Notre équipe a enfilé le gilet, tendu son micro et posé les questions sans détour. Bienvenue dans la rubrique Œil de l'équipe, un reportage au cœur du trafic urbain en N'Djamena, signé Naïm Ahmad Baba. Pour tout être humain, circuler est une nécessité vitale, voire un plaisir. Mais dans notre cité capitale, rouler demeure la chose la plus stressante. N'Djamena est confronté depuis quelques années à d'énormes problèmes de circulation routière. Avec une population en constante évolution, un parc automobile qui augmente chaque mois et une urbanisation rapide, la question de la congestion routière est une équation difficile à résoudre pour les autorités en charge de la question. Pour cause, la plupart des routes en état de dégradation avancée rend leur utilisation difficile. Les habitants se plaignent lors des déplacements entre embouteillages et détours imprévus ou des accidents très souvent mortels. Nous les citoyens, nous-mêmes, on ne connaît pas ce que c'est le code de la route. Nous, on ne respecte même pas le code de la route. Pour une personne qui veut freiner et garer quelque part, normalement, il doit signaler d'abord avec les lumières. Signaler avant au moins 2 mètres ou bien 1 mètre. Mais à 0 mètre, même une personne s'arrête et c'est un peu bizarre. Là, même si vous êtes un bon conducteur, si vous n'êtes pas un fraudeur quelque part, vous ne pouvez pas facilement s'en sortir. Vous allez le coincer forcément. Et quand vous roulez doucement, il trouve que vous ne connaissez pas rouler la moto. Il trouve que rouler la moto, c'est toujours fort. On est tous pressés à la fois. L'on est donc plus sûr d'arriver à destination indemne. Cette situation est en partie due aussi au mauvais comportement sur la route. Manassé, moniteur de conduite, explique. C'est de respecter, n'est-ce pas, les règles de la sécurité routière. Voilà, de respecter, n'est-ce pas, les 5 fautes mortelles qu'on les enseigne ici. C'est-à-dire l'excès de vitesse. Voilà, la conduite, n'est-ce pas, sous l'effet de l'alcool. Le non-respect, n'est-ce pas, de la priorité. Et le port de la ceinture de sécurité. Voilà. Si on arrive, n'est-ce pas, à respecter tout ça, la limitation de vitesse par exemple, ça peut nous aider à sauver, n'est-ce pas, beaucoup de vies. Parce qu'ici, on voit que quand les gens sortent, ils roulent comme il le faut. Ils ne respectent pas la limitation de vitesse. Ils ignorent même qu'ils sont en agglomération. Voilà. Or, il y a des règles, n'est-ce pas, bien établies pour bien faciliter la circulation. C'est pour rendre fluide la circulation, tout en réduisant drastiquement les risques d'accident, que l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, a pris des mesures idoines en instaurant un nouveau code de la route. Les gens ont toujours conduit avec notre ancien code de la route qui date de 1971. Le nouveau code de la route, où le décret d'application a été signé en 2023 ici, c'est le nouveau code de la route qui stipule, qui a intégré le sens giratoire.
Donc c'est un peu nouveau. Il y a une différence entre un rond-point et un carrefour à sens giratoire. Le carrefour à sens giratoire, lorsque vous arrivez dans un carrefour à sens giratoire, la priorité est à gauche. C'est-à-dire que c'est la personne qui est déjà dans le rond-point, qui est en train de faire le tour, c'est celui qui a la priorité. Mais lorsque vous êtes dans un rond-point, la priorité reste à droite. C'est-à-dire vous qui venez d'entrer, c'est vous qui avez la priorité. Donc la différence, c'est au niveau de la priorité. Le sens giratoire permet vraiment d'éviter les embouteillages. Les encombrements au niveau des ronds-points, si c'est un carrefour à sens giratoire où il y a de forts trafics, si on met les panneaux de signalisation, cela permet vraiment d'avoir une circulation fluide, un trafic sûr et sans accident. Au four et au moulin, les agents du groupement de sécurité des réglementations routières, GSR, s'activent chaque jour que Dieu fait pour réglementer la circulation malgré l'incivisme caractérisé de certains usagers de la route. Le commandant adjoint du GSR témoigne. N'Djamena déjà couvre une superficie urbanisée de 41 542 hectares et une population estimée à 2 millions d'habitants. Donc, face à la croissance constante, des embouteillages et en plus les accidents de la voie publique est un défi majeur de la sécurité routière. Vous savez que les ronds-points, nous avons déjà 54 ronds-points et 5 viaducs. Dans tous ces ronds-points, on a déployé tous les éléments. Quand vous sillonnez et vous voyez, ils sont en train de réglementer, c'est pour qu'il y ait la fluidité de la circulation de la voie publique. Toutes ces mesures prises par les autorités en charge de la circulation routière visent essentiellement à réduire les cas d'accident et rendre fluide la circulation. Il est donc de bon ton que les usagers les respectent car, comme dit un artiste, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Les réformes sont importantes. Les experts nous éclairent, mais que nous soyons piétons, cyclistes, conducteurs ou encore passagers sur la voie publique, nous sommes tous des usagers et parfois la colère et l'incompréhension montent aussi vite que les klaxons. Alors, dans la rubrique Élan, le micro est tendu à ceux qui vivent en N'Djamena depuis leur volant, leur guidon ou sur leur trottoir. Qu'est-ce qui doit changer pour que la conduite redevienne un acte serein et non une source de stress? Suivez. Les gens sont chez eux, ils ont leur permis. Ceux qui ne savent pas conduire, ils ont leur permis. Ceux qui viennent du village vendre leurs chevaux, vendre leurs moutons, vendre quoi, ils achètent des motos pour perturber la circulation. Nous, on a des chauffeurs et des chauffards. L'accident peut arriver à n'importe qui. Mais ceux qui font beaucoup d'accidents, ce sont les chauffards. Mais malheureusement, il n'y a pas de sanctions ici. N'Djamena, les gens ne respectent pas le code de la route. Un exemple, lorsque vous voulez virer et que vous donnez le code, on vient vous balancer. On vient vous tamponner en disant iti nar sakher dawasa iti tumurga ide nagwala wala mala nar sakher mais vraiment vous voyez ça? Ça c'est l'incivisme même total de la population. Et maintenant même si on veut doubler quelqu'un, on le double à gauche. On ne double pas à droite. Mais quand on vient, on double à droite, à gauche, et puis à telle enseigne que vous êtes perdu. Où est-ce que vous devez aller? Même si vous êtes à moto, vous êtes censé connaître le code de la route au moins. Sinon vous serez ramassé par des gens comme ça. Mais c'est l'incivisme même qui bat son plein et que la police devait réglementer tout ça. Mais réprimander, amender ceux qui violent le code de la route. Mais ils ne le font pas. Normalement, dès le début, quelqu'un qui doit avoir un permis de conduire doit d'abord faire l'auto-école, il doit comprendre le code de la route avant de conduire. Mais maintenant, il voit que c'est trop tard parce que les gens ont leur permis et ils n'ont pas fait l'auto-école. Ils ne comprennent pas le code de la route. J'ai un peu de moyens, je paye une voiture et je roule. Le mieux pour faire sensibiliser, c'est de faire le message et s'accentuer trop sur la sensibilisation, même en circulation.
Si quelqu'un vient faire un gaffe et puis on l'approche pour lui expliquer que ce que tu as fait là, c'est pas bon, normalement tu dois faire ceci. Peut-être ça va jouer aussi. De l'agenda présidentiel au trafic quotidien, des grandes décisions aux frustrations de la rue, de la culture qui unit aux routes qui divisent, nous avons passé tout au crible. Merci à vous pour votre regard attentif et votre confiance renouvelée. C'était le 13e numéro d'Écho du Palais Toumaï. Le prochain, d'ici quelques jours. Restez connectés, prenez soin de vous et de notre pays. À très vite.